des barrages, pour défendre nos barrages et notre vallée, qui est un lieu touristique important et que l'on veut conserver. On en aura du mal. Donc on compte sur vous. Et une vallée avec plus de biodiversité parce qu'il n'y aurait pas de barrage? Non, c'est pas possible. C'est pas votre idée? Je pense que les barrages, ils fournissent une production hydraulique qui, ma foi, est une énergie verte. Renouvelable, absolument. Renouvelable. Ouais. Donc, a autant pas la de doute conserver. là-dessus. Il a le mérite d'être ici, donc on le conserve. Il n'est pas en mauvais état. Oh là, attention. On garde. Qu'est-ce qu'on va mettre à la place? C'est une source de développement économique. Bien sûr, tous les gîtes, la Masure, le parc de loisirs de l'Ange Michel, tout le monde aime ce coin. Tu peux peut-être nous redire les bases touristiques, ce qu'il y a La sur la Masure. Masure, l'Ange Donc, Michel et tout ça. Donc la Masure, c'est un lieu d'accueil, que ce soit pour les jeunes comme pour il y a un village de gîtes également, et un camping. Lié à l'existence du lac. Oui, tout à fait, puisqu'ils pratiquent tout ce qui est nautique, kayak, canoë, voile, et puis tout ce qu'il y a autour. L'Ange Michel, c'est un parc de loisirs, mais ils ont un train touristique qui les emmène voir la jolie base de la Masure juste en face et tout le beau coin, Ouais. magnifique. Et d'autre part, on a une quantité de gîtes tout autour, on en a 9 sur Vezin, je ne sais pas, je n'ai pas compté les autres, mais tous on fait la promotion de la pêche au blanc et au saumon, mais le saumon plus vers du C. Et la pêche au blanc, on est riche d'à peu près 1500 pêcheurs. Pourquoi valerait-il moins que les pêcheurs de saumon? C'est tout. Et pour quelle raison on veut le... Il y a un pêcheur de saumon là, ici? Parce que, soi-disant, ça empêche les saumons de remonter. Ils peuvent remonter, les saumons. C'est- Mais c'est À pas- nous, c'est on pas nous a dit- soi-disant, c'est À réel. nous, on nous a dit que c'est pour le saumon, pour que le saumon remonte plus haut, peut-être jusqu'à Saint-Hilaire. Or, il apparaît que le saumon n'a jamais été pêché sur Saint-Hilaire, de par le passé, hein, bien avant les barrages. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Non, mais je crois que le saumon, c'est comme le serin dans la cage du mineur qui descend au fond. C'est un révélateur de l'état de la biodiversité. Oui. En fait, hein, c'est en tant que révélateur et indicateur qu'on parle du saumon. C'est pas spécifiquement pour le saumon. Je pense, hein. Peut-être. Je ne sais pas. Parce que Mais oui, je ne pense pas que le saumon remonte, même si le saumon remonterait plus haut, il y a beaucoup de pêcheurs de saumon, je suis tout à fait pour les pêcheurs de saumon, mais qu'on respecte aussi les autres pêcheurs. Alors il y a un argument aussi qui est mis en avant, qui était mis en avant dans les discussions il y a 3-4 ans, au moment où la première discussion avait commencé, c'est de dire que le barrage est un frein à la circulation bien sûr du cours d'eau, mais surtout à l'enlisement, l'envasement un peu de la Sélune. Alors il est vrai aussi qu'au fil des années, les bassins versants, de plus en plus avec la politique agricole et l'orientation des primes au retournement des terres, a amené une érosion très très forte et une disparition du bocage très très importante. Hein, puisqu'il y a quand même eu beaucoup d'arrachage de haies, on a eu les périodes de remembrement, et de ça, quand même, il y a quand même aussi beaucoup de gens qui réclament une autre gestion de la politique agricole, et c'est aussi l'intérêt de pouvoir, nous, à notre niveau, peser pour la réorienter, cette politique agricole, parce que sinon, on continue quand même à donner des aides publiques de manière importante à des cultures intensives et surtout à des retournements de terre. C'est ce qui s'est passé quand même depuis une trentaine d'années. Et ça s'est fortement accéléré depuis 1992 avec la réforme de la PAC pour allier le système économique dans l'Organisation mondiale du commerce. Donc s'il n'y a pas de redistribution des aides vers des surfaces fourragères, parce qu'ici on est dans une zone où d'abord à dominante production de lait, des vaches laitières qui mangent de moins en moins effectivement d'herbe et de plus en plus de maïs et de soja importés du Brésil, d'Argentine et des États-Unis et du Canada, et de plus en plus en OGM. Donc il y a aussi ce débat-là qui doit exister et qu'on n'a pas eu, parce que finalement on se retrouve sans débat localement. On se retrouve avec des positions arrêtées, mais concrètement, ça gêne d'engager le débat sur une réorientation de la PAC. Donc personne ne s'engage dans cette discussion-là. Et c'est aussi notre rôle, nous, de poser ce problème-là dans la gestion des aides et dans la réorientation des aides,
que l'on va conditionner à des pratiques agricoles beaucoup moins polluantes et beaucoup plus sociétales et environnementales. Oui, parce que ce qui gêne dans les sédiments, c'est pas seulement que ça sédimente, c'est qu'ils sont pollués, ces sédiments. Et s'ils Oui, sont et pollués, puis- c'est effectivement pas le barrage qui les pollue. Et l'érosion, Ouais. parce que les alluvions, on a de plus en plus de périodes orageuses. On l'a vu en début d'année 2008, où on a eu en mois d'avril et mai, à 3 reprises, des orages d'une extrême violence qui durent 1 heure et demie, et où le lendemain matin, quand on se réveille, on a le désastre écologique autour de nous, où il faut pendant plusieurs jours nettoyer tout ce qui est pu descendre dans les Et les pesticides, c'est pas bon pour le saumon non plus. Et les pesticides ne sont sûrement pas bons pour le Sûrement pas saumon, bons pour parce le que saumon. surtout dans des périodes de printemps où on vient d'emblaver les terres en Même maïs. pour les autres poissons. Voilà. Pour aucun poisson. Alors il y a aussi Le cet problème, aspect-là. Je pense que pour compléter un peu ce que tu dis, François, l'envasement du barrage et la qualité de cet envasement n'est que le reflet de ce qui se passe à l'amont, hein, avec tout ce qui a été fait par rapport à la modification de l'environnement culturel, qui l'a bien dit. Hein, et c'est vrai qu'à titre d'exemple, dans les années 80, lors d'une forte pluviométrie, on pouvait constater que l'eau arrivait dans le barrage à peu près au bout d'1 heure et demie, 2 heures. Hein, c'est ça, hein. Ouais. Et dans les années 90-95, en une demi-heure, 3/4 d'heure maximum, on constatait le phénomène d'arrivée de flotte. Alors il est bien évident que si l'eau arrive beaucoup plus vite, ça veut dire que la vitesse de l'eau est beaucoup plus grande. Et en même temps, l'érosion est aussi en conséquence, avec tout un envasement accéléré. Après, bon, il est sûr aussi que tout n'a pas été fait, ouais, mais je pense à ce que tu dis, Pierrot, là-bas. Tout n'a pas forcément été fait il y a quelque temps pour que certains industriels, mais aussi les collectivités locales, dans le traitement des effluents, ne soient pas quelque part responsables de la qualité, enfin, ou de la non-qualité des boues stockées dans les barrages. Il y a un autre aspect qui est important aussi pour ton information, Hélène, c'est qu'il y a plusieurs années, il y a eu un phénomène de pollution extrêmement important d'une autre rivière qui s'appelle l'Ivrande, qui a été polluée au cyanure. Il y a toujours d'ailleurs une verrue d'une entreprise qui était pas loin d'ici, qui traitait les ferrailles. C'est un ferrailleur qui a accumulé pendant des années, sans mise en conformité, ça n'existait peut-être pas à l'époque, mais et encore, je crois qu'il n'y avait pas beaucoup d'efforts de fait de la part de l'entreprise, du traitement des déchets de toute la zone qui s'accumulait sur ce lieu, bétonné ou pas bétonné, et qui déversait et laissait partir tout ce qui pouvait sortir du traitement des déchets broyés et à ciel ouvert, et qui arrivait dans ce cours d'eau. Et donc il y a eu d'abord des mortalités de bétail, il y a eu énormément d'accumulation de cyanure avec des pollutions graves. Il y a eu des jugements, il y a eu des condamnations qui ont été peu ou pas suivies des faits. Il y avait un engagement normalement à traiter et à remettre le cours d'eau en état, ça n'a pas été fait et les pouvoirs publics ont tout couvert. Parce qu'effectivement, il y avait des pressions politiques très fortes en disant c'est de l'emploi derrière pour le traitement de ces ferrailles, donc on ne touche à rien. Donc il y a eu tout ça depuis 15 ans. Donc effectivement, un barrage, une retenue d'eau, c'est une perturbation, c'est clair. À partir du moment où l'eau ne circule pas dans la cellule comme elle devrait, c'est une forme de perturbation. Mais on ne règle rien si, en même temps, en amont, on ne met pas en conformité et on ne respecte pas la loi. Or, depuis 15-20 ans, il y a quand même eu des gens qui ont fait n'importe quoi, la loi n'a pas été respectée. Et c'est pour moi les deux éléments qui comptent. À la fois cette production industrielle et à la fois cette production agricole qui a besoin, ce n'est pas les agriculteurs en eux-mêmes que j'accuse, parce qu'ils appliquent quelque part une orientation de la politique agricole avec des aides qui sont ce qu'elles sont. Mais tout pendant qu'on ne repose pas ça, et ça c'est bien le débat pour 2013 d'une politique agricole qui conditionnerait son utilité économique, sociale, environnementale, avec une gestion des aides allant dans ce sens-là. Au-delà de l'objet premier de la concession, quand même, qu'on peut rappeler, c'est la production d'électricité et le barrage. Si aujourd'hui EDF en est concessionnaire, au départ, c'est les forces motrices de la cellule qui l'ont construit, hein, pour
alimenter toute cette partie de la Normandie, de la basse Normandie. Bon, ça représente toujours, grosso modo, l'équivalent de consommation de 8 à 10 000 habitants. C'est quand même, c'est toujours important. L'hydraulique en France a toujours été un peu le SAMU de la production hydraulique, et c'est vrai que de par sa souplesse d'utilisation, hein, mais aujourd'hui, je crois que le barrage, enfin les barrages de Vezins et de la Roche-qui-Boit, puisqu'ils sont indissociables tant dans le plan du maintien que éventuellement dans un plan d'effacement, hein, on ne pourra pas en maintenir un seul ou en supprimer un seul sans faire la même chose pour l'autre, hein, pour une question de cahier des charges qui veut qu'à l'aval du dernier ouvrage, on retrouve le débit sensiblement égal à ce qui rentrait dans le premier ouvrage, hein. C'est aussi une protection d'écoulement naturel, hein. Ces barrages, aujourd'hui, ont un aspect non négligeable dans l'alimentation en eau potable d'une quarantaine de communes environnantes. Et c'est vrai qu'on peut s'étonner quand même de certaines positions d'élus de la région qui, dans la même phrase, disent eh ben, il est intéressant d'avoir les barrages en tant que réserve qui permettront l'alimentation en eau potable après traitement de cette eau, hein. Et puis d'autre part, à la fin de la phrase, disent qu'il faut les araser, hein. Vous savez très bien de qui je cause, hein. Et ça habite pas loin. Mais enfin François c'est parfaitement de qui on cause, hein. Dites son nom, allez-y, parce que nous on voit pas. On n'a pas tous compris. Et comment dirais-je, il est indéniable que les barrages servent de réserve à cette alimentation. Aujourd'hui, la station de traitement d'eau potable de Saint-Aubin-de-Terrégat ne fonctionne qu'à peu près 40, en dessous des 50% de ses possibilités. Et il est bien évident que le syndicat d'alimentation en eau potable ne cherche que des clients encore à développer, hein. Pour info, à un certain moment, et je pense que c'est toujours dans les cartons, il était même prévu, pourquoi pas, de participer à l'alimentation de l'agglomération rennaise, hein. En secours, certainement pas en alimentation principale. Bon, comme le dit Michel Toury, l'eau à l'aval des barrages de la Roche, enfin de Vezins et de la Roche-qui-Boit, c'est une eau qui n'est pas de mauvaise qualité, hein. Et pourquoi aujourd'hui la station de traitement utilise, enfin 85%, grosso modo 80-85% de l'eau qu'elle distribue est issue de la convention qui existe entre EDF et le syndicat d'alimentation en eau potable pour permettre justement de fournir tous ses clients. Alors vous comprendrez que les barrages, enfin les réserves d'eau, sont toujours un potentiel de développement économique. Et l'eau, je crois qu'elle appartient à tout le monde. Il y a beaucoup d'enjeux, hein, sur ce dossier, et qui sont pas simples, hein, et qui sont apparemment contradictoires. Parce que si la question aujourd'hui de la destruction du barrage est posée, c'est au nom de la biodiversité. Oui, hein, un obstacle à la circulation de la faune, de la flore, et donc un point noir pour la biodiversité. Et ça, c'est un enjeu que nous, on doit s'approprier, que tout le monde doit s'approprier. La biodiversité, c'est vital, ça rend des services d'ailleurs mal quantifiés à tout le monde. Et moi, ce que je comprends de ce que vous dites, c'est que l'enjeu de la biodiversité, il n'est pas résolu par la destruction du barrage, ni même par le maintien du barrage. Parce qu'il y a autour du barrage des pratiques agricoles, des
activités éventuellement polluantes qui portent atteinte à la qualité de l'eau, à la qualité de l'air, de l'environnement, etc. Et donc il faut avoir une discussion bien plus élargie et surtout avoir une discussion avec vous. Bien sûr. C'est-à-dire qu'on peut dire au nom de la biodiversité, tiens, il y a un point noir sur ma carte, mais après quand on vient ici, ben, on voit qu'il y a une activité économique, touristique, de loisirs, de pêche d'un côté et de l'autre côté du barrage. Donc ça mérite quand même un débat approfondi. A priori, c'est une énergie renouvelable, donc on doit l'encourager évidemment. On peut comprendre aujourd'hui aussi que EDF, qui a quand même profilé un choix, particulièrement ici dans cette région, très mono-industriel et nucléaire, et voit plus vraiment peut-être d'intérêt au maintien de la production d'électricité pour 10 000 foyers à travers ce barrage. Donc la ficelle est un peu évidemment est un peu grande. Voilà, donc moi je crois que ces questions, elles sont absolument intéressantes, en même temps compliquées, qu'il y a des enjeux contradictoires, et que donc il faut en discuter. C'est-à-dire qu'on ne peut pas décider ça comme ça au Sénat sans venir vous voir. Les élus locaux, les gens, les usagers de ce barrage, en tout cas de ce lac, de la rivière en aval du barrage. De toutes les activités économiques. Et de toutes les activités agricoles, économiques, industrielles qui sont liées à l'existence de ce barrage et qui sont dans son environnement. Et moi je crois qu'on a tous intérêt à faire l'enjeu de la restauration de la biodiversité. Ça c'est une affaire qu'on doit tous s'approprier. Alors maintenant, comment au mieux on gère cette affaire? Toute activité humaine est éventuellement perturbatrice pour l'environnement. Donc en fait, c'est toujours une question de discussion. Il faut trouver le meilleur compromis possible. Voilà. Mais et en même temps, mettre le débat sur la question de l'obligation d'aller à 20% d'énergie renouvelable dans les années 2020, parce qu'on s'est engagé dans ce critère et je crois que ça fait partie aussi, pourquoi on a vu ce matin chez Bruno quelque chose de différent et pourquoi il y a intérêt à continuer à discuter et justement à développer des alternatives et des énergies qui vont être capables de produire de l'emploi et de produire des activités humaines non polluantes. C'est aussi ça l'enjeu du débat. Et même si on en croit l'étude, je ne sais pas s'il est là ou il est toujours là, l'étude des 7 vents, là, la fameuse étude, c'est pas un petit peu plus d'emploi, c'est-à-dire qu'avec l'investissement, si j'ai bien compris, hein, avec l'investissement qui est fait pour l'EPR, on peut créer avec efficacité énergétique, économie d'énergie, énergie renouvelable, grosso modo, 15 fois plus d'emplois. Tout à fait. Voilà. J'ai bien retenu le chiffre. Oui, c'est exactement ça. Voilà. C'est totalement effarant. Et 2 fois plus d'électricité. Et 2 fois plus d'électricité. C'est passionnant. Alors toi tu travailles, redis-nous. Moi je travaille pour la SIC, les 7 vents du Cotentin. Donc on a travaillé sur une étude qui nous avait été commandée par le réseau Sortir du nucléaire. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire avec les 3 milliards d'euros qui étaient destinés à l'EPR dans le Grand Ouest en maîtrise de l'énergie et en énergie renouvelable. Notre idée ça a été d'essayer de créer des incitations et des effets leviers. Pas travailler spécifiquement dans de la production d'électricité mais plutôt justement dans la maîtrise des consommations d'énergie et d'essayer de favoriser aussi la mise en place de structures d'accompagnement comme les agences locales de l'énergie. On se rend compte que finalement aujourd'hui ça commence à se mettre en place au niveau de certains pays ou de certaines communautés de communes et l'idée c'était aussi bien sûr d'essayer d'inciter à l'acquisition de matériel de type chauffe-eau solaire ou améliorer l'isolation des bâtiments, donner des primes pour essayer de construire ce qu'on appelle des bâtiments peu consommateurs, de type basse consommation, et puis aussi développer des éco-prêts. Par exemple sur la rénovation ou sur l'acquisition de matériel en énergie renouvelable. On se rend compte aussi que certaines de nos solutions finalement sont aujourd'hui utilisées pour essayer de créer ces effets leviers. C'est dommage que ça n'ait pas été fait un peu plus tôt parce qu'on aurait sûrement gagné du temps et on aurait pu répondre aux objectifs européens beaucoup plus rapidement. Et donc effectivement c'est en train de se mettre en place beaucoup plus lentement, mais il y a certaines choses qui sont en train de se développer. Au niveau européen, on a un objectif à gagner encore, qu'on n'a pas là dans le paquet climat-énergie, c'est la contrainte de 20% d'économie d'énergie d'ici 2020. Ça, c'est resté un peu en suspens. Et c'est dans tous les scénarios, les économies sont déterminantes. On ne peut pas atteindre ni même le 20% d'énergie renouvelable et 20% de baisse
des gaz à effet de serre d'ici 2020 sans baisser la consommation énergétique. Il n'y a aucun scénario qui les rend compatibles. C'est ce qui est en train de se passer en ce moment. Globalement, aujourd'hui, on considérait qu'on avait à peu près 15% de notre électricité qui était produite avec des énergies renouvelables, principalement de l'hydroélectricité. Ouais. Et finalement, avec l'augmentation de la consommation, ce pourcentage est amené à baisser puisqu'on développe très peu comparé à ce qu'il faudrait l'éolien ou même le solaire photovoltaïque. Ça commence à se mettre en place, mais c'est quand même assez lent. Et finalement, la proportion d'énergie renouvelable en production d'électricité est en train de diminuer fortement en France à cause de l'augmentation des consommations d'électricité. Donc en fin de compte, le réchauffement de la planète, c'est une bonne chose parce que plus ça va se réchauffer, moins il y aura besoin d'énergie. Alors, si j'entends bien. C'est ça? Si on se met pas vous avez compris quand même avec non, mais c'est une boutade. C'est une boutade. Ça se réchauffe pas comme ça gentiment. Hein. Non, mais je reviens quand même sur quelque chose d'intéressant. Vous avez parlé d'emploi. Avec les barrages, on maintient quand même plus d'une vingtaine d'emplois, directs ou indirects. Je crois qu'aujourd'hui, il ne faut pas qu'on s'en prive de ces emplois aussi. Parce que, et surtout, vous l'avez bien dit, il ne faut pas occulter, je veux dire, les propos des pêcheurs de saumon. Surtout pas. Ce sont aussi des gens qui participent à la vie sociale, économique de toute une région. Mais il n'empêche que, jusqu'à preuve du contraire, je ne sais pas si les saumons remontaient jusqu'à la source de la Sélune. Il faut aller interroger les vieux, ça quand même. C'est incroyable qu'on sache pas ça ici. Je ne sais pas s'ils remontaient. Ils vont nous le dire. Bon, les vieux qui sont là, ils sont pas assez vieux pour le savoir, je pense. Hein, mais en attendant, dans les années 1647, je crois qu'il y a déjà des écrits. Et ces écrits ne disent pas que le saumon remontait. Hein, en quelle année? 1647. Hein. C'est un abbé qui a écrit un peu tout ce qui se passait dans la région. Et entre autres, il a parlé... Ne mangez pas son petit saumon le vendredi. Il n'allait pas le chercher à Saint-Hilaire, en tout cas. Ça, apparemment, le problème du saumon, c'est qu'il le capture avant dans la baie, avant Cancale et Granville, avec des filets larges à grosse maille. Donc ils ont de moins en moins de chances de remonter. Sur le barrage, quand même... ok, on le détruit, mais qu'est-ce qu'on fait après? Comment est-ce qu'on réexploite le site? Et comment la question n'est pas du tout posée aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait après? Comment est-ce qu'on régénère cette biodiversité? Voilà, on dit il faut détruire, et qu'est-ce qu'on fait après? On ne sait pas. On est en train d'investir dans des bases de loisirs à la masure un peu plus haut, on réhabilite, on investit, on permet à 3000 ou 4000 gamins de venir tous les ans découvrir des espaces, découvrir l'environnement. Qu'est-ce qu'on fait? On est en train de mettre plusieurs millions d'euros dans la réhabilitation, quoi. Donc on dit il faut détruire. Comment on va reconstruire cette biodiversité et la favoriser? Ça, par contre, on n'a pas du tout cherché à savoir comment on va pouvoir le remettre en œuvre. Donc c'est aussi une interrogation, quoi. Je suis secrétaire de l'association La Masure. Hein. Donc, et on ne peut pas imaginer un chenal qui permettrait au saumon de remonter? Mais on peut imaginer plein de choses. Hein, on peut imaginer plein de choses. Mais autant on peut permettre, sur plusieurs kilomètres. Autant on peut permettre la montée du saumon pour aller se reproduire en eau douce, autant il faut imaginer que la descente des smolts, hein, les petits saumons, parce que le saumon, lui, il croît en eau de mer, hein, il ne croît pas en eau douce. Hein. Il va se nourrir en eau de mer pour pouvoir grossir et ensuite se reproduire à nouveau. Eh bien, il faut penser aussi à la redescente de ces smolts. Et aujourd'hui, c'est peut-être là, je dis bien peut-être là, que se pose le problème. Il ne suffit pas de faire monter les saumons, il faut faire redescendre les smolts. Et c'est beaucoup plus difficile de faire redescendre les smolts que de faire remonter le saumon. Le saumon, on pourra le faire remonter en le captant, en le capturant, en le remontant par des moyens éventuellement autres que des moyens aquatiques. Hein. Une seule personne veut la destruction des barrages, c'est un homme politique puissant qui veut amener Suez ou la Lyonnaise des Eaux derrière. Bah, on peut voilà, toujours s'interroger. Il faut résumer la chose. Nous, ce qui nous inquiète quelque part, hein, c'est que
autant on se pose des questions sur l'avenir des barrages, on aurait bien aimé que l'EDF, à un moment donné, se positionne clairement. Hein, pour l'instant, il y a une espèce de politique de la chaise vide. On sait bien que la nature a horreur du vide. Et quand il y a du vide, eh bien, quelqu'un d'autre prend la place. Aujourd'hui, en ce moment, il y a des gens comme effectivement, il vient d'en parler, des hommes politiques qui se sont positionnés. Et je disais tout à l'heure que dans la même phrase, on pouvait dire une chose et son contraire. C'est vrai que peut-être que si Suez s'était positionné en candidat à la succession d'EDF dans la concession, on n'en serait pas là. Maintenant, c'est des propos vachement. Bon, et la ligne à trop de tension, là, elle n'est pas très loin, là, de chez vous? D'autre côté. Elle n'est par ici? On la voit pas d'ici, alors. Juste à côté. Et d'autre côté. On va la voir en Elle vous embête pas, elle? Écoutez, madame, moi j'ai vécu pendant très longtemps sous des lignes à THT. Ça, je ne veux pas dire pour autant que parce que je vis encore bien, que pour autant certains n'ont pas eu des difficultés de santé. Hein. C'est même prouvé, j'allais dire. Hein. Oui. Non, mais moi j'ai vécu à proximité de poste. Hein. Comme quoi rien n'est simple, hein, mon cher Jean-Claude. On nous propose une deuxième ligne aussi. Jean-Claude peut en dire deux mots, quoi. Hein, le deuxième couloir de ligne qui va bientôt arriver si on lève le pied. Oui, il ne doit pas passer près d'ici. Non, plus en remontant sur Saint-Hilaire-Mortain. Ouais, Chèvreville, etc. Oui, c'est toujours. On s'est vanté au mois de janvier d'être champion du monde du gaspillage électrique. Hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. On a battu tous les records de consommation électrique. Alors que moi j'avais plutôt honte, mais parce que on est plutôt vers de l'économie et nous on se vante d'être les champions du monde de la dépense électrique. Tant qu'on aura ce raisonnement, on aura du mal à avoir notre planète et notre biodiversité protégée. Et c'est vrai qu'on a pu, même si monsieur vous n'avez pas de problème, je peux vous dire qu'au niveau des agriculteurs, on a une accumulation maintenant de gens qui viennent nous voir et qui ne peuvent plus exploiter à proximité des lignes. Hein. Et quand on voit les méthodes des chambres d'agriculture, de RTE et tout ça, qui fait signer des protocoles à ces agriculteurs pour la prise en compte des problèmes, on leur donne un projet, donc le projet paraît à peu près légal, on vient les voir, la chambre d'agriculture se déplace avec un protocole tout signé, et là, il y a tout d'un coup une clause de confidentialité qui apparaît, qui empêche l'agriculteur, dès l'instant qu'il est pris en charge pour ses problèmes, de parler. Donc voilà, on est dans une omerta complète. Rajoute ça entre le projet qu'on leur montre et puis le document définitif qu'on leur donne après. C'est quelque chose que tu as vécu. Voilà, moi j'ai les documents. Des méthodes de voyous. C'est des méthodes de voyous. Il faut dire les choses comme elles sont, c'est des méthodes de voyous. Voilà. Et pourquoi on fait ça? C'est qu'il y a quand même des raisons derrière. Oui. Et pourquoi, par exemple, parce que bon, il y en a qui disent il n'y a pas de problème, d'autres qui disent qu'il y a des problèmes. Non, mais moi je respecte ce que vous disiez, ce que vous dites, pardon. Non, mais en plus je sais pourquoi. Il y a certains ont des problèmes et d'autres pas. Tout dépend de la nature du sol. Aussi. Mais si on voulait clore le débat d'une façon très simple, qu'on voit tout l'argent qui est donné, moi on me propose ma commune 300 000 € pour accepter la ligne. On prendrait tout cet argent-là pour payer une étude indépendante qui nous fixe sur l'innocuité, disent les uns, sur la dangerosité, disent les autres, de la ligne. Et à partir de là, on légifère pour sécuriser les habitants, les riverains, et par rapport à ces lignes THT. On n'est pas contre le transport électrique. Il y a déjà des études qui ont été faites, mais ils sont à l'étranger, ils ne sont pas reconnus. Concluantes. Voilà. Et l'enquête, ce soir on a une réunion. Sur les élevages. La France n'a pas fait une étude approfondie parce que les seules études qui ont été faites entre le début des années 70 et on pourrait dire la fin des années 80, c'était uniquement quelques souris qui étaient dans une cage à l'école vétérinaire de Maison-Alfort, qui était tenu et surveillé par un scientifique qui était directement financé par EDF à l'époque. Et l'école vétérinaire, au moment des rencontres qu'on a pu avoir avec l'école vétérinaire, la direction de l'école vétérinaire nous a dit « c'est une étude indépendante de l'école, nous abritons simplement le local, nous abritons le scientifique, mais en aucun cas nous n'avons de compte à rendre, c'est-à-dire que dans la mesure où l'école n'était pas impliquée, l'école ne rendait pas comme elle a l'obligation de le faire,
public chaque année ces résultats. Et François, je pensais aux agriculteurs éleveurs du Massif central, je crois, qui ont pu faire valoir devant le tribunal que la mortalité de leur bétail éleveur de la Corrèze. Liée... C'est un éleveur de la Corrèze, mais c'est après tout un travail fait dans son élevage par des nutritionnistes, par des... En fait, le tribunal vient de reconnaître qu'il y a une relation de cause à effet dans le comportement des animaux, notamment des porcs, qui sont morts en grande quantité ou qui étaient perturbés avec des états d'amaigrissement et autres. Bon, RTE a fait appel. Voilà. Donc c'est en appel. C'est en appel. Mais bon, localement, il y a des gens qui ont essayé de porter plainte aussi. Ouais. Hein, mais les pressions sont énormes. Bon, Serge Provost, enfin, il y en a d'autres. Mais moi, enfin, j'étais au Sénat quand il y a eu une commission il y a 3 semaines là, qui s'est saisie du problème. Hein. Et quand on voit la façon dont le Sénat présente la chose, c'est-à-dire on voit les photos des agriculteurs avec des tableaux électriques qui traînent dans l'eau, enfin, etc. On dit, il n'y a pas de problème, il a été acheté. Il y a un problème parce qu'il y a de mauvais agriculteurs. Quand on voit cette façon-là de présenter les choses... on n'a jamais dit ça dans l'affaire Serge Provost. Non, mais moi je vous parle... C'est un mauvais agriculteur. Il parle du Sénat. La présentation au Sénat, moi j'y étais, donc Non, ça n'a pas été dit que c'était... Il n'a pas dit que c'était la presse qui avait dit ça. Il a dit au Sénat... Au Sénat, la présentation qui a été faite au Sénat. Il y a eu une rencontre au Sénat l'autre jour, à laquelle ils ont participé en tant qu'élus locaux et invités. Non, il n'a pas été dit du tout... Mais ça, c'est le secret, les pressions, le harcèlement, la mauvaise foi, et y compris les moyens policiers, y compris militaires, on l'a vu au départ du Cargo, là c'est vraiment le propre du nucléaire, on disait ça en 68. Hein. Société nucléaire, société policière, et tout ce qui est lié à l'activité nucléaire est empreint comme ça de pression au plus haut niveau sur l'ensemble des acteurs. Bon, on l'a vu avec une émission de télévision il y a très peu de temps avec les déchets d'uranium. Hein. Absolument. Donc là, c'était quand la même... mauvaise foi. D'ailleurs, tous les ministres ont essayé de saisir le problème. Comment on fait pour produire de l'électricité en masse alors? Produire de l'électricité en masse. Alors d'abord, on essaye d'économiser en masse. Vous l'avez lu l'étude de 30% d'économie possible. Donc économiser, isolons les bâtiments. Isoler les bâtiments, c'est un poste extrêmement créateur d'emplois qui sont non délocalisables et qui permettent d'économiser énormément d'énergie. Et ça, c'est le principal. En France, on a encouragé les deuxième poste, l'efficacité énergétique. C'est-à-dire que toutes les machines industrielles qui fonctionnent à l'électricité, on doit trouver, et là il faut investir dans la recherche et le développement, les moyens, et c'est possible d'avoir le même service rendu avec une consommation moindre d'électricité ou d'énergie. Efficacité énergétique, deuxième poste extrêmement important. Créateur d'emplois aussi. Ensuite, non, pas du tout. C'est déjà des choses qui sont là. L'efficacité énergétique. Oui, non, mais d'accord, mais de créer des machines, choses comme ça, c'est donner de l'argent pour de la recherche. C'est pas créer des machines. C'est trouver les moyens d'augmenter avec la même consommation énergétique, de rendre le même service, donc d'augmenter l'efficacité de l'électroménager chez vous. De plus en plus aujourd'hui, vous avez le même service avec des machines qui consomment de moins en moins. Plus cher. C'est ça l'efficacité énergétique. Qui coûte plus cher. Qui ne coûte pas forcément plus cher, en tout cas qui ne coûte pas plus cher si vous intégrez les économies d'énergie que vous faites en utilisant votre électroménager. Et il ne veut pas savoir la suite. Mais c'est bien. Ah mais je suis pas là pour... Vas-y, fais ma forme. Il y a l'exemple des ampoules qui est vachement parlant. Quoi. Les ampoules. Qui coûtent plus cher, mais au final, après, on est largement... D'accord avec vous, mais le problème, c'est qu'il faudra expliquer aux foyers qui n'ont pas des gros revenus. Ils font le choix tout de suite quand ils sont au supermarché, ils ne regardent pas ce qu'ils vont consommer. Oui, mais ils regardent pour le moment s'ils coûtent le moins cher. Quand vous avez une maison bien isolée qui a un prix de fonctionnement... On vient d'aller voir une entreprise, un charpentier, qui a équipé son toit en panneaux amorphes. C'est du solaire. Et il va rentabiliser son affaire sur 10 ans. Il vend l'électricité que produisent ces panneaux 58 centimes à EDF. Prix stable. Rachète à un prix stable pendant 20 ans. Alors croyez-vous que si EDF n'avait pas obligation de racheter les panneaux, il aurait mis ces panneaux sur le toit?
Ça, faut lui demander. Oui, faut lui demander. En tout cas, c'est quelque chose que vous pouvez faire aussi. Pour augmenter votre pouvoir d'achat, vous pouvez mettre des panneaux solaires sur votre toit, si c'est bien orienté, il ne faut pas faire n'importe quoi évidemment. Et revendre votre électricité à EDF. Sans jamais oublier que le principal poste pour sortir de la mouise énergétique dans laquelle on est, c'est réellement les économies d'énergie. Ça, c'est important. Ensuite, développement des énergies renouvelables. Développement des énergies renouvelables, le solaire, l'éolien, c'est extrêmement créateur d'emplois. C'est une énergie que vous pouvez discuter, augmenter à l'échelle locale, à l'échelle d'un territoire. Donc vous avez une maîtrise à l'échelle du territoire sur la production de l'électricité, ce qui vous évite tous les débats là qu'on a en ce moment sur les lignes à très haute tension avec des déperditions d'électricité considérables. En France, il y a, pour compenser le transport électrique, il y a 3 centrales nucléaires qui fonctionnent. Alors, ce qu'il faut, c'est décentraliser la production électrique. Décentraliser. C'est tout simple. Oui, oui. Voilà. Ça, c'est le bon exemple. C'est pour ça qu'on prône le maintien des barrages, entre autres. C'est de l'énergie renouvelable. On l'a déjà. On l'a. Rien n'est parfait. Les éoliennes, quand d'abord, il faut chercher, il ne faut pas les implanter n'importe où, les éoliennes. Là, on est un petit peu, si vous voulez, avec libération du marché de l'électricité. Vous avez des opérateurs qui essayent de trouver le bon créneau et voilà, et les agriculteurs qui peuvent être amenés à louer leurs terres parce qu'ils vont y trouver un intérêt financier et ce sera peut-être pas le meilleur endroit. C'est pour ça que vous verrez dans cette petite étude là la proposition d'avoir des bureaux de conseil technique, y compris sur l'implantation des meilleurs sites. Et voilà, et ça va. Alors ici, je crois que franchement, c'est pas la question de vent ou pas de vent qui est posée. Comme l'hydrolien, dans les zones où on habite, ici, avec tous les kilomètres de côte qu'on a en Normandie, en Bretagne. C'est très bien qu'hydrolien, oui, mais là, les marées, elles sont là. Le problème, c'est que le vent, il est pas tout le temps là. Il faut sortir du débat tout l'un ou tout l'autre. Actuellement, EDF nous a habitués à raisonner sur un mode de production d'énergie, c'était le nucléaire, c'est 84,5% de notre électricité en France aujourd'hui, enfin de celle qu'on achète à EDF en tout cas. Et donc on se dit, si on est contre le nucléaire, c'est qu'on est pour mettre des éoliennes à la place de toutes les centrales. Ça n'a aucun sens. Les éoliennes ne fonctionnent que 26% de leur capacité parce que le vent ne souffle pas tout le temps. Et ce qu'il faut, c'est un bouquet énergétique, il faut varier, il faut des choses adaptées à chaque lieu. C'est comment on fait pour l'erreur, justement. Le solaire, ça produit quand l'éolien fonctionne moins. L'erreur. Et dans les fermes, des cogénérateurs sur les fosses habillées. La cogénération. Donc il y a des solutions. La biomasse. L'erreur, ce serait d'opposer les énergies. Au contraire, elles sont toutes complémentaires. Les énergies renouvelables. Les énergies renouvelables. Moi, je parle des énergies en général, permettez-moi de le faire quand même. Mais, non, parce qu'on a de gros problèmes avec le nucléaire. Mais je comprends, madame, que vous avez des problèmes avec le nucléaire. Alors, combien de... ça dépend de la taille des éoliennes. Non, mais pourquoi opposer une énergie Non, attends. À un moment ou à un autre, il faut faire un choix énergétique. Moi, je suis d'accord. Un calcul qui a été fait par Didier. Combien d'éoliennes sont remplacées chaque éolienne? On reprend. Mais j'ai bien compris. Attendez, je suis pas idiot. Économie, énergie renouvelable, cogénération. Pas une énergie. Cogénération, oui, dans l'énergie nucléaire. Non. Non, il n'est pas dans l'énergie nucléaire. Je suis pas dans l'énergie nucléaire. Je suis en bas là, s'il vous plaît. Vous êtes sur le barrage? Oui. Donc c'est vrai que bon, j'entends. Au bout d'un moment, je me dis bon, j'ai l'impression de travailler dans une entreprise. Attends. Non mais là où je crois, c'est ce que hier soir on était en réunion à Coutances, c'était la discussion qu'on avait. À quoi ça sert par exemple? Qu'est-ce qui vous convainc pas dans ce qu'on raconte là? Tout ça est démontré, chiffré, les emplois sont créés, les kilowatts sont produits. Je veux dire, qu'est-ce que vous avez comme question là? Il y a des exemples en nature. C'est quoi votre question? Je l'ai posé tout à l'heure, vous n'avez pas répondu. C'est comment fait-on pour produire une énergie de masse? C'est-à-dire pour avoir un volume d'énergie qui permet de faire fonctionner la France en permanence. Il faut aller en vacances dans le lander de Fribourg. Vous verrez qu'à partir du refus du nucléaire, il y a 20 ans, aujourd'hui, ils sont complètement autonomes en électricité, alors qu'il y a plein d'usines. C'est quoi que je lui dis, le pays va complètement s'énerver. Non. La majorité des Verts en Allemagne ne sont pas contre le nucléaire. Absolument pas, madame. La majorité des Verts en Allemagne ne sont pas forcément contre le nucléaire. On ne peut pas refuser le débat.
Ah non, non, je veux absolument pas le dialogue, mais dire que les Verts sont pour le nucléaire. Je voudrais quand même dire une chose. Quel était l'intérêt de remettre un EPR dans la Hague pour aller transporter de l'électricité en Espagne? Alors moi je dis nucléaire ou pas nucléaire, quel est l'intérêt d'avoir investi 5 milliards d'euros, parce que les 3 milliards et demi sont largement dépassés, 5 milliards d'euros en pas contre le Non mais attendez, vous avez ici la chance d'avoir une association formidable qui s'appelle l'association des serpents du Cotentin, qui a fait un plan tout à fait global, qui intègre tous les éléments que je vous ai cités, économie d'énergie, efficacité énergétique, énergie renouvelable, cogénération, création d'emplois, financement, etc. Dans une étude qui n'est contestée par personne, qui est d'une absolue crédibilité. Regardez, vous l'avez lu cette étude? Et en plus de ça, je dirais même que c'est d'autant plus à mettre en avant les 720 de Cotentin que c'est une SIC, une société coopérative à intérêt collectif. Ça me fait d'autant plus plaisir. Voilà. Vous voyez? Tout à fait. Oui. Bon, bah écoutez, allez. On avance. Cet été, on vient pêcher, hein. On ne sait pas si ce sera dans le lac ou dans la rivière.